C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos Tana pour les cours d'histologie, toujours avec la quatrième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil endocrinien et l'appareil reproducteur. Et aujourd'hui nous allons entamer l'histologie de l'hypophyse. Pour être plus exact, on va continuer l'étude Tana, l'axe hypothalamo-hypophysaire, le module d'histologie, avec l'intitulé le cours Tana qui va se nommer le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors le titre c'est le complexe hypothalamo-hypophysaire, mais on va beaucoup plus parler de l'hypophyse, vu que la dernière fois on a fait l'histologie de l'hypothalamus en détail, on a fait un rappel anatomique, à l'origine embryonnaire, l'embryologie de l'hypothalamus, avec pas mal de détails, on est allé même vers les molécules d'induction qui permettent la structuration des noyaux hypothalamiques. On a détaillé chacun des noyaux hypothalamiques avec une partie vers la fin du cours sur les fonctions de ces différents noyaux. Aujourd'hui donc nous allons continuer l'étude de l'axe, le complexe, avec essentiellement l'hypophyse qui sera au menu aujourd'hui. Avant de commencer le cours Ta'ana, comme à notre habitude, on remercie les professeurs d'histologie de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement aujourd'hui Dr Boulif, pour le fabuleux diapo de cours que l'on va utiliser. Le plan de cours تاعنا كيما موالف. On va d'abord faire un rappel anatomique. D'abord, nous allons définir l'axe hypothalamo-hypophysaire et la relation qu'il y a entre les deux organes. On va faire un rappel anatomique sur l'hypophyse avec surtout les rapports anatomiques et le rapport anatomique le plus important de l'hypophyse. Ensuite, nous allons voir l'embryologie, l'origine embryonnaire de l'hypophyse avec TENIT, une partie importante sur l'induction. Quels sont les différents signaux morphogènes, les différentes molécules d'induction, les protéines, glycoprotéines, impliquées dans la différenciation et la structuration de cette glande, de cette structure qui est l'hypophyse. On parlera brièvement de la vascularisation du complexe, de l'axe hypothalamo-hypophysaire, très très important. On a déjà allé en anatomie, très important pour le fonctionnement de l'axe et du complexe hypothalamo-hypophysaire avant d'entamer l'histologie à proprement parler de la glande. Ce cours-là, on va le diviser en deux parties. La première partie, qui va être du coup la première vidéo Théana, on va parler uniquement de l'anatomie et de l'embryologie. Les faire en détail, faire un bon rappel anatomique et bien parler de l'embryologie. On va voir la vascularisation du complexe. L'histologie, la partie purement histologique de l'hypophyse avec l'adénohypophyse et la neurohypophyse sera faite dans la deuxième partie, la deuxième vidéo. Donc, il y a un problème avec l'histologie à proprement parler. Ce ne sera pas fait de la vidéo, ce sera la vidéo suivante, la partie 2. Pourquoi est-ce que je divise le cours en deux? Tout simplement parce que j'ai remarqué que les cours d'histologie pour l'appareil endocrinien sont relativement longs. Alors, combien de slides à au final fait le diapo? 111 slides, rien que ça. Donc on va diviser le cours Ternant en deux parties pour une meilleure compréhension et pour mieux aborder le cours Ternant. Par contre, la vidéo résumée, on va résumer le cours dans son ensemble avec une seule vidéo. J'espère qu'elle ne dépassera pas à 30 minutes. On verra ça plus tard. Donc, dans cette première partie-là, on va définir le complexe hypothalamo-hypophysaire, faire un rappel anatomique et parler de son embryologie. Ce qui va être très très important pour comprendre le fonctionnement, la physiologie de l'hypophyse plus tard, le module de physio. Donc, sans plus tarder, on peut commencer le cours T1. Le complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est, par définition, un ensemble d'organes. Le terme complexe va venir faire référence au fait qu'il y a non pas un seul, mais plusieurs organes. Effectivement, il y en a deux. Un ensemble de deux organes complémentaires d'un point de vue anatomique, mais aussi d'un point de vue physiologique et fonctionnel. L'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus, on l'a vu la dernière fois, c'est un organe neuro-endocrinien, mais essentiellement de substances nerveuses. Il est constitué de neurones.
plusieurs amas de neurones qui vont former des noyaux hypothalamiques, qui ont plusieurs fonctions. Une fonction essentiellement végétative, c'est pour ça qu'on va l'appeler le cerveau végétatif de l'organisme ternant, mais également une fonction endocrine très très importante. Cet hypothalamus va sécréter des hormones. Ces hormones-là, à quoi elles servent? Elles servent à contrôler la glande qui se situe juste derrière, qu'on va appeler la glande hypophysaire, qu'on appelait avant la glande pituitaire. Cette hypophyse, c'est la chef d'orchestre, la maîtresse du système endocrinien ternant. Elle va sécréter des hormones qui vont contrôler les autres glandes endocrines de notre corps. Elle va contrôler la thyroïde, elle va contrôler la surrénale, elle va contrôler plusieurs phénomènes et mécanismes au niveau de notre corps grâce justement à son emprise sur le système hormonal ternant. Ces deux organes-là sont en proximité anatomique. D'un point de vue régional, situationnel, il y a une liaison structurelle entre les deux. C'est un complexe anatomique. Mais en plus, les fonctions تاعهم, ils convergent vers un but commun. L'hypothalamus contrôle l'hypophyse. Par conséquent, c'est aussi un complexe fonctionnel physiologique. Les deux vont se situer, d'un point de vue régional, à la base de l'encéphale, au niveau de la base du cerveau. Pour l'hypothalamus, il fait partie du diencéphale, c'est une formation diencéphalique, et l'hypophyse va venir le continuer melteht, dans un espace, dans une cavité qui est creusée, euh, l'os principal de la base du crâne, qui va être l'os sphénoïde. Donc, comme tu peux le voir du coup, faites le schéma de droite. En numéro 1, on aura l'hypothalamus. Un point de vue anatomique, l'hypothalamus va constituer les parois latérales et le plancher du troisième ventricule, la troisième cavité du système ventriculaire encéphalique cérébral. La partie inférieure de cet hypothalamus, la partie la plus inférieure, c'est ce qu'on va appeler l'infundibulum. Cet infundibulum va se continuer par une petite tige, une tige très très mince, qu'on appellera la tige pituitaire. On l'appelle la tige pituitaire parce qu'elle va donner, juste après naissance, à la glande pituitaire qu'on appelle désormais l'hypophyse. Et comme tu le vois, l'hypophyse, elle se trouve, donc déjà par définition, c'est une glande endocrine qui va présenter deux parties. Une partie antérieure exclusivement endocrine, qui va contenir du tissu épithélial glandulaire sécrétant des hormones, mais elle a aussi une partie postérieure nerveuse, en continuité directe avec l'hypothalamus. C'est pour ça qu'ici on l'a coloré en arrière, en postérieur, en bleu. Car c'est la partie directement en continuité avec l'hypothalamus. D'un point de vue histologique, c'est le même tissu. C'est du tissu nerveux. Et on avait dit, le cours à l'hypothalamus, que les neurones hypothalamiques du système contenant de grosses cellules, de gros neurones, le système magnocellulaire, les axones, ils sont relativement longs et ils vont aller jusqu'à la neurohypophyse, constituant même le tissu neurohypophysaire. Ici, on va retrouver, la partie histologie, on verra, on va retrouver essentiellement les axones et les neurones hypothalamiques. C'est très important. Les deux parties adoma, glandulaire en avant, l'adénohypophyse, et nerveuse en arrière, la neurohypophyse, vont me former une seule et unique glande. C'est une glande impaire, médiane, se situant ici sur cette coupe. Ça, c'est une coupe transversale en vue inférieure. Il y a un chauffe-eau multête au niveau de la base du cerveau, de la base de l'encéphale. Elle se situe donc ici, au niveau d'une cavité creusée phlosphénoïde qu'on va appeler la selle turcique. Cette selle turcique-là, elle est creusée au niveau de la face supérieure de la sphénoïde et elle est incomplètement fermée par un repli méningé, par un repli la structure de revêtement du tissu nerveux au niveau ici encéphalique. Il y a les méninges. Les méninges, on ne va pas définir les trois feuillets taouham, mais le feuillet qui est en contact avec les os, c'est ce qu'on appelle la dure-mère, et c'est ce feuillet-là qui permettra de fermer incomplètement cette selle turcique, laissant juste une petite ouverture pour la tige pituitaire et garder l'hypophyse en relation avec l'hypothalamus. C'est du coup le diaphragme méningé qui est ici formé.
Revenons à l'anatomie, ou du moins les rapports anatomiques de cette hypophyse. Cette hypophyse, d'un point de vue rapport anatomique, on en avait plusieurs en anatomie, mais ce qui va nous intéresser, c'est deux notions. Première des choses, elle est appendue à l'hypothalamus, au diencéphale. Elle est juste tête l'hypothalamus, qui est une structure bien sûr diencéphalique. Et surtout, elle est en arrière de l'entrecroisement des nerfs optiques, c'est le chiasma optique. Ce rapport avec le chiasma optique, il est très très important. Pourquoi? Donc ici, on peut voir l'espace où on va retrouver les globes oculaires TANA avec les nerfs optiques TANA qui vont se rejoindre en avant de l'hypophyse, formant le chiasma optique. Ce rapport, il est très important. Pourquoi? Car dans le cas d'une tumeur qui peut se localiser au niveau de l'hypophyse, un adénome hypophysaire avec une augmentation du volume de cette glande, on peut comprimer le chiasma optique et ça va nous donner un signe clinique assez important, la perte de l'acuité visuelle. Des troubles oculaires. Un patient hirsutique avec des problèmes hormonaux, ou est-ce que tu peux remarquer des problèmes avec les hormones qui sont contrôlées par l'hypophyse et avec justement une perte de l'acuité visuelle, un problème oculaire vis-à-vis de sa vue. Quand il y a ces deux symptômes-là qui se réunissent, on doit penser à faire un scanner au niveau de la région cérébrale, de la région encéphalique, pour vérifier s'il n'y a rien au niveau de l'hypophyse, si on n'a pas une tumeur bénigne qui a augmenté le volume de cette dernière et qui a comprimé les nerfs optiques, qui a comprimé le chiasma optique ternant. Ça, c'est un rapport important à retenir pour le clinique, pour le pathologique, pour plus tard. Donc ici on a une image sur une vue, sur une coupe sagittale, où est-ce qu'on peut apercevoir, là où est-ce que je mets la souris terrée, c'est là où est-ce que tu apercevois la fameuse selle turcique ternant, t'as l'os sphénoïde, donc la petite cavité creusée qui va laisser rentrer notre glande hypophysaire. Si on veut définir la structure, la morphologie, l'anatomie de cette glande hypophysaire, on a dit qu'elle se situe au niveau de la selle turcique et que c'est une glande de forme ovoïde qui va faire la taille d'un pois chiche. Elle va faire la taille d'Habba Tahmesa. Elle a une taille qui est comprise entre 1 et 1,5 cm. Ici, on te cite 1,2, 1,4 cm chez l'espèce humaine, donc chez l'homme avec un grand H. Par contre, le poids de cette glande, elle va différer selon le sexe de l'individu et selon si la personne est enceinte ou pas. Ça, c'est une notion importante. On aurait pu s'attendre que la glande hypophysaire serait plus lourde chez l'homme que chez la femme. Mais c'est le contraire. Chez l'homme, elle va faire approximativement 0,6 grammes. Bien sûr, c'est une valeur approximative. Et chez la femme, 0,7 grammes. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas vraiment des chiffres à proprement parler, parce que les sources vont te donner des chiffres variables, mais c'est plutôt l'information qui vient te dire que la femme, et particulièrement le troisième trimestre, le dernier trimestre de la grossesse, la glande hypophysaire, elle est plus lourde que l'homme ou là que la femme en temps normal. C'est dû à la présence de cellules qui vont se multiplier et qui vont avoir une action importante d'un point de vue fonctionnel, physiologique et endocrinien donc au niveau de l'adéno-hypophyse. Et on comprendra ça plus en détail, l'histologie de l'hypophyse, quand on verra les cellules qui se trouveront au niveau de cette adéno-hypophyse. D'ailleurs, ici, fait de la coupe, tu peux apercevoir notre fameuse hypophyse avec deux teintes de couleurs, deux teintes différentes, qui nous montrent la présence de deux parties. Une partie, donc là on a un schéma qui est un peu plus clair pour pouvoir comprendre sur une coupe sagittale. Une partie antérieure, comment est-ce que je sais que ça c'est la partie antérieure? Tout simplement, je peux me référer au chiasma optique qui est en antérieur. Une partie antérieure glandulaire, qu'on appellera l'adénohypophyse, faite donc de cellules constituant un tissu épithélial glandulaire sécrétant des hormones et qui est sous le contrôle du système parvocellulaire de l'hypothalamus, si tu te souviens bien, et une partie postérieure qui est de même couleur ici que l'hypothalamus. C'est la continuité histologique de l'hypothalamus, c'est la partie nerveuse, c'est la neurohypophyse. De quoi sont constituées les deux parties, l'adénohypophyse et la neurohypophyse? Alors,
Pour la neurohypophyse, elle est constituée de 3 structures visibles sur cette coupe sagittale. Première des choses, en continuité avec les parois hypothalamiques, ici on a cet espace-là, c'est le troisième ventricule en numéro 3. En continuité avec les parois hypothalamiques, on va avoir une surélévation de la partie inférieure des parois diencéphaliques, donc de l'hypothalamus. C'est ce qu'on va appeler en numéro 1 l'imminence médiane. Cette imminence médiane va se continuer par une deuxième structure qui va être la tige liant l'hypophyse à l'hypothalamus, c'est la tige pituitaire. Et cette tige pituitaire va se terminer en bas par un lobe hypophysaire, c'est la post-hypophyse ou là le lobe postérieur, ou là l'hypophyse postérieure. Ces 3 parties-là, éminence médiane, tige pituitaire et hypophyse postérieure, constituent la partie nerveuse de l'hypophyse, la neurohypophyse, qui va être en continuité, qui va avoir de par son origine embryonnaire, une origine commune, qui vient donc du diencéphale, qui vient de l'hypothalamus, et histologiquement parlant, c'est la continuité de l'hypothalamus. Là, on a d'autres schémas, donc ici avec une vue en microscopie optique après coloration sur tu vois l'éminence médiane, entre les deux tu as en fait la fente qui nous montre le troisième ventricule, éminence médiane qui continue par un tige pituitaire pour nous donner le côté postérieur, le lobe postérieur de l'hypophyse. Et sur ce schéma là, on voit en vert la neurohypophyse terna, avec une continuité avec les parois de l'hypothalamus, éminence médiane, tige pituitaire et lobe postérieur. Tu remarqueras que l'adénohypophyse, la partie antérieure glandulaire, elle va grossièrement entourer la posthypophyse. Elle va entourer, la neurohypophyse. Elle va avoir une forme de fer à cheval. Elle est constituée de quoi, cette adénohypophyse, cette partie antérieure? Kif kif, elle va être constituée de 3 structures. Une première structure, qu'on va appeler le lobe tubéral ou là la pars tubéralis, c'est la partie donc de l'adénohypophyse qui est la plus supérieure et qui entoure en partie la tige pituitaire. C'est ce que tu vois Naya en numéro 4. Cette pars tubéralis, ou du moins ce lobe tubéral, infundibulo-tubéral, comme on appelait avant les anciennes sources, va se continuer pour nous donner 2 autres lobes. Un lobe, le lobe le plus important d'un point de vue volume, c'est le lobe antérieur, en numéro 5 d'ailleurs. Ce lobe antérieur-là, on l'appelle Théanite la pars distalis. La partie distale, si tu veux. Donc, ce lobe antérieur-là va constituer la majeure partie de l'adénohypophyse. C'est ce qu'on appelle l'antéhypophyse, la partie antérieure de l'hypophyse. Et on a un autre lobe, beaucoup moins développé chez l'espèce humaine, mais qui peut se développer chez d'autres espèces, visible ici en numéro 6, c'est le lobe médian, qui permet de séparer l'antérieur du postérieur. Le lobe antérieur du lobe postérieur, l'antéhypophyse de la posthypophyse. Ce lobe médian, avec le lobe antérieur, avec le lobe tubéral ou la pars tubéralis, va constituer l'adénohypophyse, la partie glandulaire à proprement parler de l'hypophyse, qui va être responsable de la sécrétion de plusieurs hormones qui vont permettre de contrôler le système hormonal, le système endocrinien de ton organisme, et ainsi maintenir l'homéostasie et réguler les différentes fonctions de ton organisme. Donc si je te demande d'énumérer les différentes parties de l'hypophyse, tu ne dois pas bégayer. Tu vas me dire que l'hypophyse elle est constituée de 2 parties. Une partie antérieure purement glandulaire, faite de tissu épithélial glandulaire qu'on appellera l'adénohypophyse, elle est constituée de 3 parties. La partie la plus supérieure, c'est la pars tubéralis, ou là, le lobe tubéral, qui va se continuer par 2 autres lobes. Un lobe antérieur, qu'on appelle Théanite la pars distalis, le plus important d'un point de vue volume, et un lobe peu développé, le lobe médian, la pars intermedius, si je ne me trompe pas en latin, pour constituer, ces 3 structures-là permettent de constituer notre adénohypophyse, la partie glandulaire.
En plus de cette partie glandulaire visible ici en bleu, on a en rose la partie nerveuse en continuité histologique avec l'hypothalamus. Les parois de l'hypothalamus vont constituer donc des surélévations constituant l'éminence médiale, la partie la plus supérieure. Cette éminence médiale va se continuer ici hantée par la tige pituitaire, recouverte en partie par la pars tubéralis, et va se terminer en inférieur et en postérieur par le lobe postérieur, la post-hypophyse ou l'hypophyse postérieure. L'ensemble de ces trois structures sont en continuité histologique avec l'hypothalamus, constituant la neurohypophyse. Voilà les deux parties de l'hypophyse. Et voilà l'étude anatomique, voire même la microanatomie de cette glande. On passe maintenant à la partie la plus intéressante pour cette vidéo-là. C'est l'embryologie de l'hypophyse. J'allais dire l'hypothalamus. L'embryologie de l'hypophyse. Alors, l'embryologie de l'hypophyse, elle est très intéressante. On va voir des schémas. Bien sûr, on remercie le site et la source embryologie humaine. Je vais mettre comme le site en description, qui nous montre, qui nous détaille et nous montre plusieurs schémas pour le développement embryonnaire et les ébauches embryonnaires de l'hypophyse. Alors l'hypophyse, qui met à la balok, on l'a vu en anatomie, il faut le rappel anatomique, elle est constituée de deux parties. Une partie purement nerveuse et une partie purement glandulaire. Ces deux parties-là vont avoir deux ébauches différentes. Vu que ce sont deux tissus différents, ils vont avoir deux origines embryonnaires différentes et c'est normal. Si on prend une coupe d'un embryon, ici vers la quatrième, à peu près vers la quatrième semaine ou plus de développement embryonnaire, après l'applicature de l'embryon, après la délimitation de l'embryon, on remarquera que on va avoir deux ébauches hypophysaires qui vont commencer à se former. Première des choses, avec le tube neural, avec la partie neuroectoblastique, on va avoir une évagination, une sortie de la paroi ou là du plancher neuroectoblastique du diencéphale. Donc la partie qui va former l'hypothalamus va subir ici une évagination. Cette évagination qui va continuer à se développer au niveau, donc ce que tu vois en bleu, qui va continuer à se développer au niveau du mésenchyme environnant, va donner naissance à la neurohypophyse. Elle va donner naissance à l'éminence médiane, elle va donner naissance à la tige pituitaire, elle va donner naissance au lobe postérieur de l'hypophyse. C'est une origine neuroectoblastique. Donc, du diencéphale et donc de l'hypothalamus, en continuité histologique avec l'hypothalamus. C'est la première origine ternant qui va permettre de nous donner la neurohypophyse. Deuxième ébauche hypophysaire permettant de donner l'adénohypophyse, elle va se retrouver au niveau ectoblastique. Au niveau de l'ectoblaste, on va avoir un épaississement. Un épaississement qui va donner naissance à ce qu'on appelle une placote. Cette placote, l'épaississement de l'ectoblaste, va s'invaginer. Ce sera l'inverse. Ici, on a une évagination. Ici, on a une invagination. Ça va rentrer à l'intérieur. Cette invagination de la placote ectodermale qui est non neuronale, elle n'est pas faite de tissu nerveux, elle n'est pas faite de neuroectoblaste, elle est faite d'ectoblaste. Cette invagination-là va continuer à se développer dans le mésenchyme, proche ici du diencéphale, proche de l'évagination, pour me donner une structure que l'on va appeler la poche de Rathke. C'est ce que tu vois ici en 3A, faites le schéma. Et ce que tu vois ici en jaune. Cette poche de Rathke va continuer à se développer proche, très très proche du diencéphale, proche de l'évagination diencéphalique donnant naissance à la neurohypophyse. Et au bout d'un moment, on va avoir une perte de communication entre cette poche de Rathke et l'ectoblaste de surface. L'ectoblaste de surface, comme tu le voyais, il communiquait avec cette invagination, avec cette poche de Rathke. Au bout d'un moment, il y aura une fermeture à ce niveau-là et une perte de communication. Le canal qui permettait de lier les deux va se fermer, donnant naissance à quelques
quelques vestiges embryonnaires qu'on va voir juste après. Donc cette page de Radke là, maintenant qu'elle est bien enfouie dans le mésenchyme environnant, proche de l'évagination du neuroectoblaste, elle va commencer à se remplir. Ici, elle était creuse. Elle va commencer à se remplir. Avec surtout la partie antérieure qui va énormément se développer, tandis que la partie postérieure va moins se développer. La partie antérieure va donner naissance à le lobe antérieur de l'hypophyse, et la partie postérieure va donner naissance au lobe médian, qui est moins développé que l'antérieur. Et la partie fourranière va permettre d'entourer la tige pituitaire, donnant naissance à la pars tubéralis. Et voilà la naissance de notre hypophyse, les narfo, avec une partie antérieure qui est l'adéno-hypophyse, une partie purement glandulaire, d'origine ectoblastique, et la neurohypophyse d'origine neuroectoblastique en continuité avec l'hypothalamus, qui vient ici d'une évagination du neuroectoblaste formant donc le diencéphale, formant le plancher diencéphalique. Voilà la formation, voilà l'origine et la formation, l'embryologie de notre glande hypophysaire. Donc si on revient à notre texte au niveau de notre diapo, donc on va dire que juste avant la fermeture du tube neural, on a l'apparition de l'ébauche de l'adénohypophyse avec un épaississement de l'ectoblaste qu'on appellera la placote. Une placote au niveau ectoblastique, au niveau ectodermal, qui est non neuronale, juste à côté de la partie antérieure de la plaque neurale donnant naissance à l'hypothalamus, donnant naissance aux formations diencéphaliques. Donc on va avoir deux ébauches. Une première ébauche ectoblastique, donnant naissance à la partie glandulaire, c'est la placote adénohypophysaire, et une ébauche neurohypophysaire qui vient en réalité de l'hypothalamus. Ces deux ébauches-là, comme on a vu, elles vont communiquer. Elles sont très très proches d'un point de vue structurel, d'un point de vue anatomique. Donc, la structuration et surtout la différenciation des cellules constituant ces deux ébauches-là va se faire grâce au processus d'induction. C'est-à-dire que ces tissus-là, ils vont sécréter, ils vont produire des molécules d'induction, des molécules de signalisation, des signaux morphogènes qui vont permettre de réguler par le biais d'une cascade de réactions, de réguler l'expression génique, par le biais donc de la régulation des facteurs de transcription عوامل استنساخ. Je te fais la traduction, je te fais un peu mieux la notion le processus d'induction qui a été expliqué dans le cours de l'hypothalamus. Donc qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que l'évagination de le diencéphale au niveau ventral et que le tissu donc neuro-ectodermique va exprimer plusieurs protéines, plusieurs glycoprotéines, plusieurs molécules d'induction, des signaux morphogènes. On a BMP4, on a plusieurs FGF, des facteurs de croissance, FGF8, FGF10, FGF18, et glycoprotéines de la famille des WNT, WNT5. Ces molécules-là, ce beau paquet de molécules qui a du coup une origine du diencéphale ventral, qui a une sécrétion donc du diencéphale, de l'ébauche hypothalamique, va permettre non seulement l'évagination du neuroectoblaste, permettant la formation de la neurohypophyse, mais elle va aussi induire la formation de la poche de Radke. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, au niveau de l'ectoblaste maintenant. De l'ectoblaste proche de la région du stomodéum, là où est-ce qu'on a eu la formation de notre placode ectodermique. On va avoir une absence, je précise bien une absence de sécrétion de SHH, et de Sonic Hedgehog, de la protéine SHH, Sonic Hedgehog.
Pourquoi est-ce que je précise une absence d'expression ou là de sécrétion de cette protéine? Parce que l'ectoderme oral, la région stomodéale, proche donc de la future bouche, de la future cavité orale, cavité bucopharyngienne, on aura une sécrétion partout de SHH, sauf au niveau de la poche de Rathke. Donc c'est une absence de SHH qui permet d'induire la formation de cette poche de Rathke et qui permet donc de former l'adénohypophyse. Donc les protéines les molécules d'induction qui vont rentrer essentiellement en jeu pour former et induire la structuration de cette hypophyse, c'est essentiellement BMP2 qui va être exprimé euh, en ventral et FGF8 qui va être exprimé en dorsal. Ces deux signaux inducteurs, donc ces deux signaux morphogènes, permettront de continuer l'évagination de l'ébauche hypothalamique, donc du neuroectoderme diencéphalique, et permettront de continuer l'invagination de l'ectoderme, la formation de la poche de Rathke et la fusion des deux pour permettre donc de donner notre hypophyse. Voilà comment se fait la structuration et le développement embryonnaire de, euh, de notre glande hypophysaire, avec deux origines embryologiques, deux ébauches. Une première origine embryonnaire qui est issue du neuroectoblaste avec une évagination au niveau diencéphalique, au niveau de l'ébauche hypothalamique, donnant naissance à une première ébauche pour la neurohypophyse, et une origine ectodermique ou la ectoblastique avec la placode adénohypophysaire se situant proche de la région stomodéale, au niveau de la future cavité orale, cavité buccale, qui va permettre de nous donner cette poche de Rathke qui va nous donner l'adénohypophyse. Voilà l'origine embryonnaire de notre hypophyse. Maintenant, on va encore plus entrer dans le détail, on va parler de la différenciation cellulaire des différentes cellules constituant cette glande hypophysaire. Alors, il faut savoir, bon, l'hypothalamus, on n'a pas parlé réellement de la différenciation, on n'a pas parlé des facteurs de transcription qui permettent de réguler la transcription, l'istinser, et donc de réguler l'expression des gènes. Parce que c'était assez compliqué, on avait une richesse au niveau des neurones et une richesse au niveau des facteurs de transcription. Ici, pour l'hypophyse, c'est plus simple, vu que même si on a plusieurs cellules, on a trois grands facteurs de transcription qui vont nous intéresser. Le premier facteur de transcription, on l'appelle TBX19. C'est une protéine, une molécule qui est exprimée par le gène TBX19, permettant aux cellules qui vont exprimer le facteur de se différencier en cellules sécrétrices d'ACTH. Les cellules qui vont les TBX19, elles vont se différencier en cellules corticotropes. Elles sécrètent l'ACTH, hormone visant à réguler l'activité de la corticosurrénale. Deuxième facteur de transcription important, c'est le facteur PIT1. Un facteur de transcription permettant de réguler la transcription, l'istinser, la formation donc de l'ARN messager. Ce PIT1, il permet aux cellules embryonnaires indifférenciées, les progéniteurs de la glande hypophysaire, de l'ébauche hypophysaire, de se différencier en cellules qui vont sécréter soit le GH, l'hormone de croissance, soit la prolactine, soit la TSH, qui est du coup l'hormone permettant de stimuler la thyroïde. Troisième lignée cellulaire, troisième facteur de transcription, c'est le GATA2. Ce GATA2, facteur de transcription, qui permet de différencier les cellules embryonnaires, ou du moins les cellules indifférenciées, les progéniteurs de l'ébauche hypophysaire, en cellules sécrétrices, en cellules gonadotropes.
les cellules qui vont permettre de sécréter la LH et la FSH, qui sont des hormones qui vont jouer sur les gonades, qui vont jouer donc sur les testicules et les ovaires. Voilà les 3 facteurs de transcription importants à retenir qui permettent de faire différencier, donc de permettre des cellules indifférenciées, des cellules formant les ébauches embryonnaires de l'hypophyse en justement cellules fonctionnelles différenciées qui sécréteront des hormones permettant de réguler l'activité des glandes endocrines de notre organisme. Alors ces facteurs-là, ils sont importants à connaître. Pourquoi? Parce que tu t'imagines bien que le كان عندك طفرة وراثية pour les gènes qui codent les facteurs, donc avec une mutation génétique pour le gène qui code le facteur TBX19 ou là le facteur PIT1 ou le facteur GATA2, qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème, les cellules les cellules corticotropes, si c'est TBX19 le problème, les cellules euh, thyréotropes ou là les cellules somatotropes ou là ceux qui vont sécréter la prolactine, si c'est un problème PIT1, ou là les cellules gonadotropes, et là tu as un problème GATA2. C'est important de connaître ces différents facteurs de transcription pour être capable d'expliquer des pathologies en relation avec un problème génétique ou là un problème de différenciation cellulaire embryonnaire et l'absence donc de production de ces hormones-là. Parce que si je n'ai pas la CTH, si je n'ai pas la GH, prolactine, TSH ou la LHFSH, j'aurai des problèmes hormonaux pour le système endocrinien TI. Problème au niveau de la cortico-surrénale, au niveau des gonades, ou là au niveau donc de la thyroïde, ou là des autres structures de mon organisme. On termine cette partie embryo de l'embryologie par une note sur justement les pathologies. Les pathologies liées le développement embryonnaire, généralement ça va me donner des malformations. Et ici, un des problèmes qui peut arriver avec le développement de la glande hypophysaire, c'est les vestiges du canal qui permettait de relier la poche de Rathke avec la surface ectoblastique au niveau de la région du stomodéum. C'est les fameux vestiges. Le canal Hadaya, qu'on appelait le canal pharyngo, le canal pharyngo-hypophysaire, il est censé se fermer. Sauf que chez certaines personnes, il praoulait des résidus, des vestiges de ce canal-là. Ces vestiges-là peuvent continuer à se développer, me donnant des masses, des kystes. Ces kystes-là peuvent rester et peuvent me donner des tumeurs. L'une des tumeurs, ou du moins des tumeurs au niveau de la région hypophysaire, de la tige pituitaire, qui peuvent rester, ce sont des tumeurs généralement bénignes, ne donne ce qu'on appelle le crânio-pharyngéum. Tumeur bénigne au niveau donc du cerveau, de la base du cerveau, généralement proche de l'hypophyse, due à la présence de ces vestiges du canal et de la formation embryonnaire de l'adénohypophyse avec la poche de Rathke. Voilà les pathologies, le développement embryonnaire à ce niveau. Donc si je te demande de citer l'origine embryologique du complexe hypothalamo-hypophysaire, il va falloir dire qu'elle est double. Pour l'hypothalamus, on a une origine neuro-ectoblastique et pour l'hypophyse, on a une origine neuro-ectoblastique mais aussi ectoblastique avec la placode ectodermale et la poche de Rathke qui permet de me donner la partie glandulaire de l'hypophyse. On termine cette première partie de vidéo avec la vascularisation du complexe de l'axe hypothalamo-hypophysaire qui est important, qui a déjà été cité en anatomie, mais qui doit être recité en histologie pour mieux comprendre le fonctionnement et la physiologie de ce complexe-là. Il faut savoir que c'est un complexe qui est très bien vascularisé, parce que c'est un complexe qui va contrôler le système endocrinien. Ces hormones sont très importantes et ces hormones vont circuler au niveau du sang. On est face à 3 réseaux vasculaires qui permettront de vasculariser l'hypothalamus,
l'adénohypophyse et la neurohypophyse, et plus précisément la posthypophyse, la partie postérieure. Donc, pour le premier réseau, le réseau en A, ici, c'est le réseau hypothalamique, issu des artères, branches de la carotide interne, permettant de vasculariser l'hypothalamus. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. C'est un réseau vasculaire essentiellement nourricier, permettant donc de nourrir et d'irriguer en sang la région hypothalamique au niveau diencéphalique. Deuxième réseau, là aussi, pas si important, mais il reste quand même ça important, ce réseau-là. C'est le réseau post-hypophysaire. Il est important. Il est formé donc de l'artère hypophysaire inférieure, visible ici en numéro 6. L'artère hypophysaire inférieure, branche de la carotide interne, permettant de créer un réseau capillaire qui va se drainer par des veines hypophysaires postérieures. Ce réseau-là, il est important, il permet de vasculariser la post-hypophyse et c'est à ce niveau-là qu'on va déverser les hormones du système magnocellulaire, c'est-à-dire les noyaux hypothalamiques supraoptiques et paraventriculaires qui sécréteront l'ocytocine et l'ADH. C'est à ce niveau-là qu'on va sécréter des hormones qui ont, je le rappelle, sont des hormones qui ont une fabrication hypothalamique, mais une sécrétion au niveau de la neurohypophyse, donc au niveau post-hypophysaire ou la neurohypophysaire. C'est le C, c'est le réseau vasculaire numéro C. Et le réseau le plus important, c'est pour ça que j'avais dit qu'Ada, il n'est pas si important que ça. En fait, si, il est important, mais il est moins important que le réseau B. C'est le réseau de l'adénohypophyse, le réseau hypothalamo-tubéro-antéhypophysaire, qui va regrouper la vascularisation avec un premier réseau capillaire de l'éminence médiane, là où est-ce que j'aurai la terminaison des neurones du système parvocellulaire, et la vascularisation de l'antéhypophyse essentiellement, donc du lobe antérieur, avec un deuxième réseau capillaire. Donc j'ai deux réseaux capillaires qui sont entrecroisés par un vaisseau. C'est un système porte. Donc le système porte, ce n'est pas la propriété intellectuelle, la propriété privée, t'as le foie. Non, le système porte hépatique est l'un des systèmes porte qui existent au niveau de notre organisme. Ça, on l'a dit, le cours sur justement sur le système porte et la rate. On a d'autres systèmes porte. La définition du système porte d'un point de vue histologique et d'un point de vue morphologique structurel, c'est deux réseaux capillaires entrecroisés d'un seul et même vaisseau. Donc on a deux réseaux capillaires qui vont se succéder par un vaisseau, que ce soit une artère ou là une artère porte ou là une veine porte. On avait vu Tenet un système porte au niveau rénal, permettant ainsi d'assurer la fonction de filtration au niveau du rein. Donc ce système porte-là, qui permet de constituer le réseau hypothalamo-tubéro-antéhypophysaire, il est constitué de quoi? Il est constitué d'abord d'artères qui vont venir à ce niveau-là, ce sont les artères hypophysaires supérieures. Les artères hypophysaires supérieures, qui sont des branches des carotides internes, ou là de leurs branches, d'une des branches des carotides internes, vont d'abord former un premier réseau capillaire. Le premier réseau capillaire là, il se situe au niveau de l'éminence médiane. Quel est le but Théo? Récolter les hormones issues du système parvocellulaire de l'hypothalamus. Les hormones qui sont sécrétées au niveau de l'hypothalamus qui sont destinées à l'adénohypophyse vont être relarguées à ce niveau-là. C'est pour ça que les axones les neurones du système parvocellulaire sont courts, parce qu'ils habsouf l'éminence médiane. De ce premier réseau capillaire, il y un vaisseau porte. Je ne vais pas dire veine porte, parce que les auteurs ne sont pas d'accord sur la nature de ce vaisseau. Certains, qui m'a fait le diapo d'anato qu'on a utilisé dans la vidéo précédente en anatomie, citaient une artère porte. Ici, on cite une veine porte. Pour ne pas tomber fait le piège, on va parler de vaisseau porte, tout simplement. Donc un vaisseau porte hypophysaire qui va lier le premier réseau capillaire au niveau de l'éminence médiane à un deuxième réseau capillaire au niveau de l'adénohypophyse, au niveau de l'antéhypophyse pour être plus exact, de la partie antérieure. Et fait le deuxième réseau capillaire, ce qui va se passer, c'est qu'on va relâcher les hormones hypothalamiques destinées à l'adénohypophyse et on va être récolté
les hormones adéno-hypophysaires. Donc, la TSH, la CTH, la FSH-LH, qui sont issues de la stimulation hypothalamique avec la GnRH, avec la TRH, avec les autres hormones hypothalamiques, vont être récoltées dans ce deuxième réseau capillaire et être transportées par le biais des veines hypophysaires antérieures qui vont rejoindre la circulation, le reste de la circulation sanguine et donner donc les hormones vers les organes cibles, c'est-à-dire les organes du système endocrinien essentiellement. Donc voilà la vascularisation du complexe. Le système, ou du moins le réseau le plus important, faut retenir que c'est le réseau qui permet de former le système porte. Hein. C'est le réseau. On revoit le nom théo, hypothalamo-tubéro-antéhypophysaire, car il va se situer en chevauchant l'hypothalamus, l'éminence médiane et l'antéhypophyse, c'est-à-dire le lobe antérieur de notre hypophyse. Là, ici, on a un autre schéma qui permet de nous expliquer le système porte avec les deux réseaux capillaires et le vaisseau porte qui va permettre de les relier. C'est une circulation qui permet le passage de mes hormones hypothalamiques vers l'adénohypophyse et de récolter les hormones issues de l'adénohypophyse pour les donner au reste de l'organisme terne. Et on a fini avec, on termine avec une question, un vrai ou faux. Est-ce que la circulation porte-hypothalamique transporte les facteurs hypothalamiques vers la post-hypophyse? C'est bien sûr faux. Ce système porte va transporter ces hormones-là vers l'antéhypophyse, la partie antérieure, vers l'adénohypophyse si on veut être plus exact, pour pouvoir réguler les sécrétions hormonales de cette dernière. C'était tout du coup pour la première partie de vidéo. On continuera l'histologie à proprement parler de l'hypophyse, la deuxième partie. J'espère que vous avez compris, j'espère que femme tout. Le rappel anatomique, la microanatomie et l'embryologie et la vascularisation de l'hypophyse. On continuera la deuxième partie de vidéo l'histologie à proprement parler de l'adénohypophyse et de la neurohypophyse, bien sûr en citant leurs fonctions, euh, leur importance physiologique et fonctionnelle en concordance avec l'hypothalamus et ainsi comprendre l'utilité de cet axe et de cet ensemble d'organes dans le fonctionnement de l'organisme ternin et du système endocrinien de manière générale. Voilà, c'était tout pour la vidéo. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, wassalamu alaikum wa rahmatullah.